Le premier cas est celui de Jonathan Michael Hearn, un pompier religieux pris dans un triangle amoureux mortel. L'ancien pompier de Redlands a déclaré que lui et sa maîtresse, Sabrina Limon, riaient souvent de la possibilité qu'elle mette son mari en cloque. Malheureusement, cette mauvaise blague est devenue une réalité qui a changé le cours de leur vie. Aujourd'hui, à la Cour supérieure du comté de Kern, le juge John R. Brownlee préside cette affaire intrigante et rend la justice qu'elle mérite. Jonathan Hearn, un jeune pompier, avait rencontré une femme mariée plus âgée chez Costco, où Sabrina Limon travaillait à temps partiel. Tous deux étant chrétiens, il leur a été facile d'entrer en contact et, peu de temps après, ils ont entamé une liaison amoureuse. Cependant, cette histoire d'amour allait devenir mortelle après qu'ils eurent tous deux comploté pour tuer le mari de Sabrina Limon, se marier et élever les deux enfants issus de son précédent mariage. Sabrina Limon et son mari Robert Limon étaient un couple très sympathique, connu pour organiser des soirées alcoolisées pour leur groupe d'amis. En 2008, le couple, qui avait besoin de plus d'excitation dans sa vie conjugale, a décidé d'ouvrir son mariage à d'autres couples. Ils partaient en vacances pour adultes et faisaient beaucoup la fête. Ils étaient connus sous le nom d'échangistes et échangeaient souvent leurs partenaires avec d'autres couples. Cependant, Sabrina s'est rapidement lassée de ce mode de vie et a souhaité que leur mariage revienne à la normale. Mais Robert ne voulait pas y mettre fin. C'est alors qu'elle a rencontré Hearn en 2012, alors que l'ancien pompier n'avait que 22 ans, et qu'elle a commencé à le fréquenter dans le dos de son mari. Robert a fini par apprendre leur liaison, après avoir découvert des textes intimes entre les deux sur le téléphone de sa femme. Il a exigé que Sabrina mette fin à leur liaison, mais elle a refusé et a continué à voir Hearn. Le 17 août 2014, Robert a été tué par balle alors qu'il travaillait à la gare de triage de la BNSF à Tehachapi. Dans un premier temps, il a semblé qu'il avait été abattu au cours d'un vol raté, mais les détectives ont pu sentir que quelque chose n'allait pas, alors qu'ils parcouraient les caméras de surveillance à la recherche d'indices. Les images de la caméra de surveillance d'une entreprise montraient Robert Limon se rendant à son bureau, en compagnie d'autres véhicules et d'un homme à moto. Les autres automobilistes ont été identifiés, mais les inspecteurs n'ont pas pu identifier l'homme à la moto. La vidéo de surveillance l'a également montré sur les lieux. Cependant, un appel de Jason Bernaten, un ami des Limon, allait changer le cours de l'enquête. Bernaten dit avoir reçu un étrange message vocal d'un homme dont le nom est Jonathan Hearn. Il semblait s'excuser de la mort de Robert. C'est à ce moment-là que les inspecteurs ont décidé d'enquêter sur le dénommé Hearn et ont découvert qu'il était l'amant de Sabrina. Ils ont ensuite mis les téléphones des amants sur écoute et ont écouté leur conversation, qui était remplie de versets bibliques et de discours sur Dieu. Même si leur conversation était plutôt étrange, rien n'indiquait qu'ils étaient responsables du meurtre de Robert. Les inspecteurs ont décidé d'aller plus loin et de donner à Sabrina de fausses informations sur l'affaire du meurtre, juste pour voir sa réaction. Comme ils le pensaient, elle a immédiatement contacté Hearn avec un téléphone prépayé et lui a raconté tout ce qu'il lui avait dit. Le 18 novembre 2014, les deux amants ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir tué Robert. Dans l'appartement de Hearn, ils ont trouvé une moto, un casque, un bandana rouge et un sac à dos qui correspondaient à la description de l'homme sur la moto. Quelques jours après son arrestation, Sabrina a été libérée car il n'y avait pas suffisamment de preuves la liant au crime, tandis que Hearn est resté en prison pendant 2 ans. Cependant, l'ancien pompier a décidé de conclure un accord de plaidoyer le 6 janvier 2017, qui lui permettrait d'obtenir une peine moins lourde que la prison à vie. Tout ce qu'il avait à faire était de témoigner contre Sabrina et son implication dans le meurtre. Le procès de Sabrina Limon s'est ouvert 9 mois plus tard, et c'est à ce moment-là que Hearn a révélé qu'ils avaient tous deux comploté pour tuer Robert, et qu'ils avaient d'abord voulu empoisonner son pudding à la banane avec de l'arsenic. Les amants ont également envisagé de mettre en scène un accident de voiture ou un incendie, mais ils ont décidé qu'il valait mieux l'abattre à la gare où il travaillait. Hearn, qui avait 24 ans au moment du meurtre, a déclaré qu'il avait tiré une balle dans la tête de Robert alors qu'il remplissait un réfrigérateur de Gatorade, avant de voler un ordinateur portable et de s'enfuir à toute vitesse sur sa moto. Le 16 novembre 2017, Hearn a comparu devant le tribunal pour sa condamnation. On l'a vu pleurer avant même que le juge ne lise son verdict. Il a également présenté des excuses émouvantes à la famille et aux amis de la victime. Au lieu d'un meurtre au premier degré, Hearn a été reconnu coupable d'homicide volontaire et a été condamné à 25 ans et 4 mois de prison. Lors de la lecture du juge, Hearn a été vu la tête baissée, en train de pleurer. Le 21 février 2018, Sabrina a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamnée à une peine de prison, allant de 25 ans à la perpétuité. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Clay, où le juge Shane T. Alexander préside l'affaire de Sean Pernice, 39 ans, qui a assassiné sa femme et s'est ensuite débarrassé de son corps pour qu'il soit ramassé avec les ordures. Ainsi, il n'y avait aucun moyen de récupérer ses restes, puisque son corps se trouvait probablement dans une décharge.
Prenez place dans la salle d'audience pour suivre le déroulement de l'affaire. Sean Pernice était un pompier du Missouri qui travaillait pour le service d'incendie de Kansas City Independence. Il avait également servi dans la garde nationale et dans l'armée en Irak. À l'extérieur, Sean semblait être un mari normal, marié à Renée Pernice, une enseignante en soins infirmiers de 35 ans qui lui avait donné 3 enfants. Cependant, Sean n'était pas aussi parfait que beaucoup le pensaient. Le couple envisageait de divorcer et Sean se préparait également à déménager de la maison en raison du divorce imminent. Malheureusement, Renée ne sortira jamais vivante de ce mariage. Le 2 janvier 2009, le couple se dispute dans leur maison de Northland après que Renée a appris que Sean aurait volé $180 à sa sœur lors d'une fête de Noël en famille. Sous le coup de la colère, il l'a frappée à la tête et elle est tombée dans les escaliers, se retrouvant mortellement blessée. Sean, qui avait suivi une formation d'auxiliaire médical auprès des pompiers, n'a rien fait pour sauver la vie de la jeune femme. Il s'est ensuite débarrassé de son corps pour qu'il soit ramassé avec les ordures. Renée a été déclarée disparue et son téléphone portable a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres de son domicile quelques jours plus tard. Et à cette époque, Sean avait refusé de coopérer avec la police pour la rechercher. Bien que tout le monde soupçonne un acte criminel, aucune preuve ne permet d'établir un lien entre Sean et le crime. Après sa disparition, Sean a été arrêté à 2 reprises. Une fois pour avoir prétendument volé l'arme d'un voisin et pour avoir troublé la paix de ce même voisin après une fête du 4 juillet. En 2010, Sean a été officiellement accusé du meurtre au premier degré de sa femme. Il a plaidé non coupable de l'accusation de meurtre de sa femme disparue. Même sa mère, Masha Pernice, a déclaré que son fils était innocent et que Renée avait quitté la ville après avoir demandé le divorce à son fils. En février 2012, 3 ans après la mort de sa femme, Sean a finalement plaidé coupable de son meurtre. Lors du prononcé de la sentence, Sean est apparu sans émotion lors de la brève déclaration qu'il a faite peu de temps avant sa condamnation. Il a déclaré « Je suis désolé pour l'acte que j'ai commis le 2 janvier 2009. Renée était une bonne mère, une bonne épouse et une bonne personne. J'ai craqué ce jour-là et j'ai voulu le cacher à mes enfants. » Il a également plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation de mise en danger du bien-être d'un enfant au second degré. Après avoir écouté les témoignages émouvants de la famille et des amis de Renée, le juge a condamné Sean à 15 ans de prison pour homicide volontaire à la suite de son accord. Le juge Alexander l'a également condamné à 6 mois de prison pour chacun des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. Lorsque le juge a lu son verdict, Sean n'a montré aucun signe d'émotion à la perspective de passer de longues années en prison. 3 hommes ont été arrêtés et inculpés de plusieurs crimes après qu'un 4e homme a été retrouvé mort et que son corps a été entreposé dans un réfrigérateur. L'un des principaux suspects, Austin McLeod, 27 ans, était un pompier forestier comme les 2 autres. Il a été reconnu coupable par un jury de 4 des 5 chefs d'accusation retenus contre lui, dont celui de meurtre commis lors d'un cambriolage raté. Prenez place au tribunal du comté de Jackson, où le juge Kelly Ravasipour préside cette horrible affaire. Le 25 septembre 2021, Austin McLeod, âgé de 25 ans à l'époque, son frère Dylan McLeod, 22 ans, et leur ami Bryson Schofield, 20 ans, ont invité Aaron Stitt, 24 ans, dans l'appartement de Schofield. Bien qu'il ne soit pas clair si Stitt était un ami du trio, les enquêteurs affirment qu'il a été invité à la maison, dans le but de le cambrioler. Malheureusement, Schofield a fini par battre Stitt à mort à l'aide d'un marteau, et son corps a été placé dans un réfrigérateur. Vers 11h30, la police est arrivée sur les lieux du crime en réponse à un appel au 911, signalant une agression présumée qui aurait pu impliquer une arme à feu. À leur arrivée, ils aperçoivent un jeune homme debout à l'extérieur du complexe d'appartements et, lorsqu'il aperçoit la police, le jeune homme retourne en courant à l'intérieur de l'appartement. Les policiers sont entrés dans le même appartement et c'est là qu'ils ont découvert le cadavre de Stitt. Le jeune homme qui s'était enfui s'est avéré être Schofield et il a été arrêté par la police. Austin McLeod, peut-être rongé par la culpabilité, est celui qui a appelé la police pour signaler l'homicide. Lui et son frère ont également été arrêtés et placés en garde à vue pour ce crime. Le procès d'Austin McLeod ne tarde pas à s'ouvrir. Son équipe de défense a admis que si leur client était coupable de falsification de preuves et de mauvais traitements infligés au corps de Stitt, il n'était pas coupable de meurtre ou de vol. Vous n'allez pas entendre la moindre preuve qu'Austin McLeod a posé un doigt sur M. Stitt alors qu'il était encore en vie, a déclaré l'un des avocats de la défense de M. Stitt. Les procureurs, quant à eux, n'ont pas cru à cet argument, affirmant qu'Austin McLeod était au courant du plan de vol de Stitt et qu'il a aidé à commettre le crime. Comme si cela ne suffisait pas, il était également complice de la dissimulation du corps sans vie de Stitt dans le réfrigérateur et une vidéo de téléphone portable montrait Schofield discutant avec les frères de ce qu'il fallait faire après le meurtre. La condamnation d'Austin McLeod est prévue pour le 12 mai 2023.
Avant sa condamnation, il a lu une déclaration au juge demandant une peine plus légère, en détaillant son rôle dans l'arrestation de Schofield. Selon Beth Eckert, procureur du comté de Jackson, chaque accusé rejette la responsabilité sur d'autres personnes, et pour cette raison, je ne sais pas honnêtement qui a infligé les blessures. Mais en raison de l'homicide volontaire, ils ont participé à un vol et quelqu'un est mort. L'État n'a pas approuvé cette partie. Austin McLeod a été condamné à la prison à vie, avec un minimum de 25 ans, avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Lorsque le juge a lu sa sentence, Austin McLeod n'a pas semblé montrer la moindre émotion. Le procès de Dylan McLeod devrait débuter en août et celui de Schofield en octobre. Ensuite, nous avons le cas de George Tiaffe, un ancien pompier de Las Vegas qui a été reconnu coupable d'avoir assassiné sa femme avec l'aide d'un sans-abri. Shona Tiaffe, 46 ans, serveuse de cocktail aux Palms et mère d'un enfant, avait été tuée à coups de marteau. Rejoignez-nous au tribunal du comté de Clark, où le juge préside cette affaire et rend son verdict. Lorsque la police a découvert le corps de Shona Tiaffe, battu à mort à l'aide d'un marteau le 29 septembre 2012, on a cru qu'il s'agissait de l'œuvre d'un harceleur ou d'un voleur qui avait trouvé par hasard une femme sans défense, seule dans son appartement. La police était loin de se douter que la personne à l'origine de cet acte horrible était en fait le propre mari de Shona. George Tiaffe, 43 ans, pompier à Las Vegas et diplômé de l'Académie militaire américaine de West Point, vivait séparé de sa femme. Leur mariage était tendu et en passe de divorcer, et Shona avait déménagé pour vivre dans un appartement séparé situé à Summerlin. Cependant, ils partageaient tous deux la garde de leur fille Madison, âgée de 8 ans. Les amis de Shona décrivaient Tiaffe comme un homme violent et manipulateur, mais personne n'aurait pu deviner qu'il nourrissait un profond ressentiment qui allait conduire au meurtre de la jeune femme. George avait engagé son ami sans-abri, Noel Greyhound Stevens, pour tuer sa femme. Le 29 septembre 2012, alors que leur fille Madison était chez sa grand-mère, Stevens s'est rendu à la maison et a attendu que Shona revienne du travail. L'attaque était si violente que sa main droite était cassée, que les bagues de ses doigts étaient brisées et qu'il y avait un trou très profond sur le côté de sa tête qui, à première vue, donnait l'impression qu'elle avait été tuée par balle. George est allé chercher Madison chez sa grand-mère et s'est rendu avec elle à l'appartement de son ex-femme où il a découvert son corps et appelé le 911. Il a découvert le corps de la jeune femme et a appelé les secours. Il était considéré comme un suspect dans ce meurtre, mais il a pu fournir un alibi solide, affirmant qu'il travaillait 24 heures sur 24 à la caserne des pompiers. Au début, il semblait qu'il n'y avait pas d'avancée dans l'affaire jusqu'à ce qu'un homme d'entretien nommé William Penix, alias Big Will, se présente à la police et signale que Stevens s'était vanté d'avoir tué une femme avec un marteau qui correspondait à ceux qu'il avait vus aux informations sur la mort de Shona. Il a conduit la police à Stevens, qui a été arrêté pour possession de drogue et interrogé. Il a d'abord nié les accusations, mais a volontiers indiqué aux enquêteurs qu'il vivait dans une tente. Bien que la police ne se fasse pas trop d'illusions, elle effectue des recherches approfondies autour de la tente de Steven et découvre, sous un arbuste, un sous-vêtement ensanglanté qui s'avère être celui de Shona. Ils ont également découvert que Steven avait passé 87 appels téléphoniques avec un certain George au cours du mois précédant le meurtre de Shona. La police a également retrouvé le marteau utilisé par Stevens, qui s'était brisé en deux. Lorsqu'ils ont demandé à Stevens qui était George, il a simplement répondu « C'est mon ami le pompier ». Il a fini par avouer le meurtre de Shona et a même révélé qu'il avait cambriolé son appartement une nuit et qu'il avait fait plusieurs essais avant de l'assassiner. La police a également trouvé une vidéo de surveillance montrant Stevens et George dans une quincaillerie, se promenant dans les allées à la recherche de marteaux. Il a indiqué que George ne lui avait versé que $600 sur les $5000 qu'il avait promis de payer pour le coup. George a été arrêté à l'hôpital après avoir tenté de franchir une barrière avec sa voiture, peut-être dans le but de se suicider. Il a été accusé de meurtre au premier degré, de vol, de cambriolage et de conspiration et a plaidé coupable. Lors de sa condamnation, George a écrit dans un document de procédure qu'il a prié et a eu une vision ou une hallucination de sa femme décédée venant le voir pour le serrer dans ses bras et lui dire que tout allait bien et que Dieu lui avait dit de faire confiance à Langford. Tiaffe, dans son état de faiblesse, a cru qu'il entendait vraiment la voix de Dieu. Cela n'a pas dissuadé le juge, qui l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a également été condamné à 81 ans de prison et à la réclusion à perpétuité pour avoir engagé un sans-abri pour tuer sa femme. Lorsque le juge a lu son verdict, George Tiaffe a eu un regard vide, comme s'il n'en attendait pas moins. Nous nous rendons maintenant au tribunal de première instance du comté de Lake où le juge préside l'affaire Kevin McCarthy, un ancien pompier de Cleveland qui a abattu son colocataire en avril 2022. Quel sera son verdict? Et surtout, comment réagira-t-il à sa punition? Prenez place dans la salle d'audience pour le savoir. Le 14 avril 2022, vers 22h15, la police a reçu un appel de l'hôpital de Willow Grove, appartement dans le bloc 37 300 de l'avenue Grove.
l'appelant s'est identifié comme étant Kevin McCarthy et a déclaré qu'il venait de tirer sur son colocataire, Christian Kilberg, 25 ans. Selon le procureur du comté de Geauga, Caroline Mulligan, les deux hommes étaient rentrés dans leur appartement après être sortis boire. Peut-être ivres, ils ont commencé à s'amuser avec une arme de poing. Sans vérifier si l'arme était chargée ou non, McCarthy, qui tenait l'arme, l'a pointée sur la tempe de Christian et a appuyé sur la gâchette, tuant son colocataire sur le coup. Il a immédiatement appelé le 911 et, peu après, la police est arrivée et l'a arrêté sans se débattre. Après son arrestation, Kevin McCarthy a été inculpé en août et accusé d'homicide par imprudence avec spécification d'une arme à feu. Lors de son procès, McCarthy a d'abord plaidé non coupable de cette accusation, mais le 18 janvier 2023, il a changé son plaidoyer en faveur de la culpabilité. McCarthy, qui avait été engagé par la Cleveland Division of Fire en tant que pompier en 2021, a démissionné le jour où il a plaidé coupable de l'accusation d'homicide. Son audience de détermination de la peine a été fixée au 22 février 2023. Et ce jour-là, McCarthy s'est présenté au tribunal avec des cendres sur la tête pour marquer le mercredi des cendres. Avant que le juge ne prononce sa sentence, il a été autorisé à s'adresser à la salle d'audience et à présenter des excuses en larmes. « Je suis désolé », il a continué. « À chacun de nos amis, je suis désolé. À ma famille, je suis désolé. J'échangerai ma place avec lui dans la minute. Mais je ne souhaite à personne cet enfer mental absolu avec lequel je dois vivre pour toujours », a-t-il déclaré. La mère de Christian Kilberg s'est également adressée à la salle d'audience, exprimant sa peine pour ce qui était arrivé à son fils. McCarthy a finalement été condamné à un total de 6 ans de prison pour la mort de Christian Kilberg. Il a été condamné à une peine de 3 ans pour l'accusation d'homicide par imprudence et à une peine de 3 ans pour l'accusation d'utilisation d'une arme à feu. McCarthy a semblé éprouver des remords en apprenant son sort. Le dernier cas est celui de Joseph Norris de Babylon, un ancien pompier de la ville de New York qui comparaît pour avoir causé la mort d'un professeur de lycée en conduisant à contresens alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Prenez place au tribunal du comté de Suffolk, où le juge de la Cour suprême de l'État, Stephen Breslow, prononcera la peine pour l'accident mortel de conduite en état d'ivresse qui a entraîné la mort d'un homme innocent. Le 20 novembre 2020, à 19h30, Norris, qui revenait d'un club de striptease, avait parcouru 3,5 miles dans la mauvaise direction et roulait à 62 mph lorsqu'il est entré en collision avec un SUV Mazda CX-7 de 2007. Le conducteur était Antonio Mariano, 44 ans, qui était allé chercher un dîner pour sa famille. Norris était fortement alcoolisé, comme en témoignent les canettes de bière et la bouteille de whisky retrouvées dans son Chevrolet Colorado 2008 après l'accident. D'autres conducteurs avaient remarqué que le conducteur du Chevrolet Colorado semblait conduire de manière imprudente et ont essayé de le manœuvrer. Cependant, Mariano, professeur au lycée Benjamin N. Cardozo de Bayside, dans le Queens, n'a pas pu manœuvrer rapidement avant que la voiture de Norris ne s'écrase contre la sienne sur la Sunken Meadow Parkway. Il a été déclaré mort sur place, et Norris a également perdu ses 2 jambes dans l'accident. Une analyse de sang a été effectuée à la suite de l'accident et a révélé que Norris avait un taux d'alcoolémie de 0,29, soit 3 fois plus que la limite autorisée. L'ancien pompier, qui travaillait pour le service des incendies de New York depuis 2006, a été suspendu de ses fonctions à la suite de son arrestation. Il a été inculpé d'homicide aggravé sur la voie publique, d'homicide involontaire au second degré et de conduite en état d'ivresse aggravée, chef d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable. Sa condamnation, prévue pour le 19 juillet 2023 au tribunal du comté de Suffolk, a été tendue. Les partisans de Mariano et de Norris s'étant rassemblés pour entendre le verdict. Le juge Stephen Breslow n'a pas hésité à condamner l'ancien pompier pour l'accident mortel survenu en état d'ébriété. Le juge Breslow a poursuivi la réaction en soulignant que cette conduite en état d'ivresse avait entraîné la mort d'une personne innocente, tandis que Norris luttait visiblement pour maîtriser ses émotions. Il a toutefois exprimé sa sympathie à l'égard de la famille de Norris, d'autant plus que sa femme était enceinte de 7 mois au moment de l'accident. Juste avant que le juge ne prononce sa sentence, il a donné quelques conseils à Norris. Finalement, Norris a été condamné à une peine de 5 à 15 ans de prison pour homicide aggravé et homicide involontaire. Lorsque le juge a lu son verdict, Norris a été vu les mains tremblantes et il a semblé se retenir de pleurer. Parfois, ceux qui sont chargés de sauver la vie des gens finissent par être ceux qui la prennent. Si cette vidéo t'intrigue, clique sur la carte qui s'affiche sur ton écran pour découvrir d'autres vidéos époustouflantes. Je t'attends de l'autre côté.